Je la retrouve. Bien, messieurs, dames, il est l'heure. Et Cécile va arriver, hein, c'est ça? Bon. Bien, messieurs, dames, avant d'attaquer formellement la réunion, je voulais remercier tous ceux qui m'ont soutenu, qui ont été présents, qui ont fait un mot, qui ont fait un message pour à l'occasion du décès de mon épouse. Et je voulais vous remercier tous. Et que c'est d'un grand soutien et que, bon, pour moi c'est un peu difficile. Je sais pas, la blessure est profonde, mais je sais que les uns et les autres, vous me soutiendrez. Voilà. On va attaquer officiellement la réunion. Allez, l'appel des présents. Raymond Luc, présent. Jorin Anne. Présent. Lucie Jérôme, pouvoir à Luc Raymond. Christine Carrara. Olivier Goua. Nadine Benvenuto. Anne Platel. Jean-Claude Delestre. Charlie Petre. Jean-Claude Canossini. Louise Chouvelon. Marc Descours. Jean-Louis Soubéraud. Nadia Maurice. Monique Deveau, Daniel Magnin, Nadège Denis Pouvoir à Anne Gérin, Denis Lafargue, Angélique Allouget, Sandrine Carbonari, Pascal Jaubert, il va peut-être arriver, Cyril Bruyère, Olivier Tusser, je ne l'ai pas vu dans le... Ah, je me rappelle. Luc Lacoste, Fabienne Santis-Pouvoir, Laurent Godard, Damien Puy-Granier, pouvoir à Cécile Frolet, donc Cécile Frolet arrive dans le bouchon, et enfin Guillaume Bras. Voilà, alors je vous propose comme secrétaire de séance Angélique Allouget, ici présente. Est-ce qu'il y a des autres candidatures? S'il n'y en a pas, je vous propose de valider cette candidature, des oppositions, des abstentions. Eh bien, Angélique suivra le compte-rendu de cette séance. Donc le compte-rendu de la dernière séance, on ne vous l'a pas encore adressé, on le fera prochainement. Oui, merci. C'était ma question, effectivement, pour faire suite à ce qui avait été dit en début du dernier conseil. On n'a eu aucun compte-rendu depuis en octobre et novembre. Donc c'était pour savoir ça. Est-ce que du fait des changements que vous aviez décidé, on en aurait plus? Donc là, tu peux faire il y aura formellement quelque chose qui va vous aider. D'accord, ne serait-ce que pour vous vérifier que les différentes positions de chacun ont été prises correctement. Pas de souci. Et par contre, j'ai pas vu la forme que la nouvelle mouture aurait, mais on réitère notre demande d'un retour au compte rendu écrit avec les interventions, au moins celles préparées, parce qu'on vous les transmet à chaque fois, mais traduisant un peu la teneur des débats, parce que c'est important pour non seulement les personnes qui nous suivent, alors, soit en direct, soit en léger différé, mais surtout, tout le monde ne peut pas passer 4 heures à regarder une vidéo, même chapitrée, et un compte-rendu écrit avec la teneur des débats est beaucoup plus facile à appréhender, pas la même manière de lire les choses. Et en termes d'histoire, je vous rappellerai que nous avons un Beaurépin qui a écrit une anthologie de Beaurep de 1600 et des poussières à 1945, et il s'est largement appuyé sur les archives départementales et les archives de conseils municipaux. Ça reste un patrimoine démocratique de notre commune, et ce qui est au-delà des positions qu'on peut avoir sur certains dossiers au jour le jour, sur le temps long, c'est toujours intéressant d'avoir cette mémoire. Voilà. Donc, on redemande d'avoir ce qu'on avait avant et qui était appréciable. Merci. Comme tu l'as justement dit, si c'est chapitré, c'est pour pas y passer 4 heures. Oui, chapitré, tu vas passer on passe 20 minutes sur un point, alors que quand tu lis le compte rendu, tu l'as lu, tu as dit en bout de 10 minutes, et tu as surtout pris le temps du recul, et voilà, lire les choses, c'est pas la télévision, quoi, voilà.
Ok, c'est noté. Bien, donc nous allons attaquer l'ordre du jour par des points financiers tout d'abord. Je vais passer la parole à Olivier Goy concernant des autorisations d'ordonnancer les dépenses d'investissement 2024 pour les 3 budgets principaux et 2 budgets annexes. Alors, merci Monsieur le maire, je ne m'occuperai que du budget principal. Je laisserai Angélique et Olivier pour les autres budgets. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, donc j'expose au conseil municipal que le budget primitif 2024 sera voté au conseil municipal du 28 mars 2024 et celui-ci ouvrira les autorisations de dépenses pour toute l'année. Conformément à l'article L 1612-1 du Code général des collectivités territoriales, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Il convient donc d'ouvrir des crédits pour la section d'investissement, donc selon le détail que vous avez d'affiché, et pour un montant total d'1 445 751 € et 29 centimes. Je ne vais pas tout effacer, c'est affiché, vous avez. Donc après avis favorable de la commission ressources, moyens, économie, intercommunalité et nouvelles technologies du 6 décembre dernier, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2024 à hauteur de 25% des crédits ouverts au budget 2023. Merci. Quelqu'un veut-il intervenir? S'il n'y en a pas d'intervention, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions adoptées. Donc, concernant le budget annexe 4, même délibération, Angélique Alloget. Donc, la même chose, donc je ne vais pas vous relire tous les articles. Donc, pour le CAP, le montant qu'il convient d'ouvrir est de 7 237,50 €. Et avis favorable de la commission ressources, moyens, économie, intercommunalité et nouvelles technologies du 6 décembre 2023, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2024 à hauteur de 25% des crédits ouverts en 2023. Donc 7 237,50 €. Des interventions? Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Adopté. Et pour le troisième budget, donc le budget annexe Vorep Énergie Renouvelable, Olivier Tusser. Oui, merci Monsieur le maire, bonjour à tous. Donc pour Vorep Énergie Renouvelable, les crédits à ouvrir sont de 74 999,25 €. On aurait pu faire 75 centimes de plus, mais sinon c'est pas marrant. Merci. Des interventions? Non, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Adopté. La parole est à Olivier Goy concernant un complément de délibération sur une garantie partielle d'emprunt qui avait été accordée à la Société d'Habitat des Alpes, Pluralis, pour l'opération Bellevue 2. Donc c'est un vieux dossier, mais il faut qu'on revienne dessus. Oui, c'est tout à fait, Monsieur le maire, c'est un renouvellement de garantie partielle d'emprunt. Donc on a eu un avenant de réaménagement à un contrat de prêt initial qui était fourni en annexe, signé entre la Société d'Habitation des Alpes, qui était l'emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations. Considérant la demande de renouvellement de garantie de prêt formulée par la Société d'Habitation des Alpes suite au réaménagement du prêt précité, ils ont demandé un réaménagement de leur prêt, la commune de Vorep, si après dénommé le garant, est appelé à délibérer en vue d'apporter sa garantie pour le remboursement de la dite ligne de prêt réaménagée. Alors, voilà, vous l'avez. La garantie de prêt a été accordée en 2007. Le montant, c'était 134 430,01 €, ce qui est équivalent à 20% de l'emprunt d'un montant de 672 000 €. L'objectif, c'est donc pour la société d'habitation, c'était d'optimiser sa dette, donc ils ont demandé un réaménagement. Il n'y a pas de montant du montant et de la quotité garantie, juste le prêt est désormais indexé
sur le livret A, plus 1,35%, alors qu'avant, il était indexé sur l'inflation. Voilà les seules modifications. Et bien sûr, la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale de chaque ligne de frais réaménagée jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues par l'emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. Nous avons eu un avis favorable de la Commission Ressources, Moyens, Économie, Interco et Nouvelles Technologies le 6 décembre dernier. Il est donc proposé au Conseil municipal d'adopter la présente délibération et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer l'ensemble des pièces nécessaires à la bonne exécution de cette délibération. Merci. Bien, y a-t-il des interventions? Il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Adopté. Olivier Goua, toujours concernant la taxe locale sur la publicité extérieure, reconduction de la convention d'audit et de conseil avec la société Layton CTR. En effet, merci Monsieur le maire. La commune procède à la mise en recouvrement de la taxe locale de publicité extérieure, la TLPE, depuis 2017. Et dans ce cadre, la municipalité se fait accompagner par une société, donc Layton CTR, qui assure une mission d'assistance administrative, technique, juridique et financière. Et afin de poursuivre la collaboration avec cette société, il convient de formaliser une nouvelle convention qui a été annexée et qui prendra effet le jour de sa signature jusqu'au 31 décembre 2025. Concernant la rémunération du prestataire, elle est établie à 6% des recettes totales plafonnées à 39 999 € hors taxe. Et là également, on a eu un avis favorable de la Commission Ressources, Moyens, Économie, Interco et Nouvelles Technologies du 6 décembre. Et on propose au Conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer cette convention avec la société Layton CTR pour les années 2024-2025, telle qu'annexée à la présente délibération. Voilà, vous avez à peu près les recettes que ça représente et du coup la rémunération de la société à côté. Bon, on voit que c'est quand même si ce n'est pas des montants colossaux au regard du budget, J'allais dire que c'est rentable. De la recette. Alors simplement, je rappelle, donc le rôle de CTR, c'est d'établir ce qu'on appelle le rôle complet de la taxation de l'ensemble des entreprises ou commerces concernés, hein, c'est-à-dire qu'ils font le tour de tout. Ils prennent des photos des enseignes, ils calculent les surfaces, donc ils établissent la facturation derrière. Donc c'est un travail important qui est fait chez eux. Je crois que c'est un géomètre qui le fait, parce qu'il faut calculer des surfaces précises, parce que je rappelle que les 12 mètres, jusqu'à 12 mètres carrés, c'est exonéré. Hein, donc ça veut dire que tous les petits commerces de Vorep ne payent pas de taxes locales sur la publicité extérieure. Donc c'est déjà tous ceux qui ont des enseignes relativement importantes. Donc c'est quand même une recette non négligeable pour le budget, et que vous voyez qui est assez dynamique. Ça fait des taux de progression quand même assez significatifs. Mais le rôle, il doit être refait tous les ans. Hein, c'est-à-dire que tous les ans, tout l'ensemble, l'existant est repassé en revue. Parce que c'est vrai que quand on met la TLPE en place, ça a aussi une vertu, c'est que des tas de gens ont balayé ou enlevé des enseignes qui traînaient ou réduit leur taille d'enseigne, hein, parce que c'est aussi cette vertu-là, c'est que au lieu d'avoir des enseignes de 30, 40, 50 mètres carrés, il y en a qui sont remis à une taille plus raisonnable. Ça a aussi cette vertu, au-delà de faire une recette pour la commune, c'est d'avoir réduit sensiblement le nombre et la taille des enseignes. Laurent? Oui, merci. Effectivement, c'est une des principales vertus. Je vais revenir tout après. Et puis, tu parlais de recettes dynamiques. Compte tenu des finances, des ressources de la commune, ça devient de plus en plus rare d'avoir des recettes dynamiques. On passe beaucoup en compensation. Elles sont plutôt dynamiques dans l'autre sens. Donc c'est toujours intéressant, donc c'est pour moi une bonne opération. J'avais une question connexe sur le règlement local de publicité. Alors je relaye un petit peu des interrogations qui peuvent avoir de Fabienne et de Cécile sur l'état des lieux un petit peu des non-conformités. Est-ce que c'est CTR, est-ce que CTR nous relaye des non-conformités ou ils font juste un relevé de ce qu'il y a à payer? Si c'est le cas ou pas le cas, comment est-ce que, on va dire, ce non-respect du règlement de la publicité, du règlement local de publicité est analysé?
Et est-ce qu'on pourrait avoir, dans une prochaine commission, un petit peu un état des lieux de ce qui s'est passé depuis la mise en place du règlement, quel impact ça a eu et quels sont les points qui sont encore en litige, ou du moins qui ne sont en litige ou qui ne sont pas respectés, et quelles actions sont prévues. Merci. Anne. Il est clair qu'on est en retard dans le suivi de ce règlement local de publicité. La seule chose qu'on fait bien depuis cette mise en place, c'est les nouvelles enseignes, où là on a un suivi, enfin on répond de manière très réglementaire. En revanche, on est très en retard sur les infractions constatées. On a un état des lieux de ce qui ne va pas. On avait priorisé les actions à mener et il est vrai qu'on n'a pas beaucoup avancé. Mais ça fait partie des gros dossiers de 2024. Ça répond à ta question, Laurent? Merci, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est vrai qu'on a fait ça. Sachant que, je rappelle, si vous vous souvenez du règlement local de publicité, et en tout cas les règles légales, ça ne se règle pas en 5 minutes. Hein, c'est que les annonceurs, enfin, notamment quand c'est des 4x3, il y a des délais. Hein, alors, les nouveaux, ils doivent être conformes immédiatement. Quelqu'un qui change son enseigne, qui met une enseigne nouvelle sur un nouveau commerce. Les anciens, il y a des délais relativement longs de par la loi de mise en conformité. Donc ça ne se fait pas, même si on a pris du retard, ça ne se fait pas en 5 minutes. De toute manière, mais il est clair qu'en plus, il y a beaucoup d'infractions qui ont été constatées et que le fait de devoir intervenir sur chacune d'entre elles, sachant que les priorités, on les a mises bien sûr sur les gros faiseurs, donc les 4x3, et qu'on devait terminer, mais il faudra encore qu'on commence, par les commerçants du centre-bourg, qu'on n'a pas envie d'ennuyer tout de suite. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, Jean-Claude. Pour compléter les questions, est-ce qu'aujourd'hui, par rapport au recouvrement, il a allumé normalement, oui. Est-ce qu'au niveau des recouvrements, on a des non-payeurs? Est-ce qu'il y a des contentieux ou pas qui commencent? Et par rapport à ce que vient de dire Anne Platel, est-ce que la société, quel est le rôle de l'État dans cette démarche de contentieux pour dire c'est pas conforme ou pas conforme? C'est simplement, excuse-moi, je finis. L'État dit c'est pas conforme, vous, commune, faites le nécessaire. Ou est-ce qu'il nous aide à faire le nécessaire, justement? Non, ils ne gèrent pas. Ils ne gèrent pas les non-conformités en termes d'enseigne, c'est pas dans leur contrat. Leur contrat, c'est d'établir le rôle de taxation de la TLPE. Donc, par contre, il peut y avoir, après, des recours en disant non, moi, c'est pas la surface, ou ce panneau, ou cette enseigne, je l'ai enlevé depuis telle date, puisque le recensement est fait à un moment, hein, c'est-à-dire que la société, l'État de CTR, ils vont passer pendant peut-être 15 jours, 3 semaines sur Vorep, ils vont faire l'inventaire de tout pour la taxation. Mais après, il y a des gens qui disent oui, mais c'était du provisoire ou machin, donc il peut y avoir des échanges. Mais ça, c'est pas le CTR qui va le régler. Le CTR établit un rôle en disant voilà, sur la période où on a fait le tour de Vorep, voilà, il y avait ça, les surfaces c'est ça. Et donc, après, il peut y avoir une discussion sur le panneau, c'est que 3 mois par an qu'il est présent, donc à ce moment-là, c'est du prorata temporis, certaines publicités transitoires que des gens mettent. Donc voilà, il y a des discussions. Mais ça, c'est des problèmes qui se règlent entre la mairie et les commerçants ou industriels. Parce que je rappelle, c'est pas que les commerçants, hein, les entreprises de centrales qui ont des grandes enseignes payent au même titre que Super U ou je sais pas qui. Est-ce qu'il arrive à Aster, même si c'est pas son rôle, quand il constate une non-conformité flagrante, de le remonter en disant voilà, est-ce qu'il vous fournit ce genre de liste, ou alors il le passe dans le rôle et puis il laisse les gens rouspéter. S'il y a des non-conformités flagrantes, oui, il nous en informe, mais après c'est à nous de saisir. Oui, après le recours, etc. Le recensement, vu qu'ils font un recensement. Mais je rappelle, c'est comme tout, c'est pas parce que une ancienne est en infraction qu'on ne taxe pas. Tout à fait. Pour être clair, hein. Non, mais après se pose la question justement de l'arbitrage entre
des recettes dynamiques. Je rappelle on a intérêt à laisser les noms du coup des non-conformités. Dans ce cas-là. Oui, oui, c'est pas parce qu'ils payent que ça légalise. Voilà. Bien, d'autres interventions, sinon je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions adoptées? Anne Gérin, concernant les ressources humaines, délibération habituelle de chaque conseil, modification du tableau des effectifs. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous et toutes. Effectivement, c'est une délibération que nous avons de façon régulière pour ajuster nos tableaux des effectifs aux besoins de la collectivité. Donc, vu le Code général des collectivités, la loi du 13 juillet 83, celle du 26 juillet 84, le tableau des effectifs du 23 novembre 2023, vu l'information et l'avis favorable du comité social territorial du 11 décembre 2023, et en considérant les besoins du service, il est proposé donc sur le pôle aménagement durable du territoire et urbanisme la suppression d'un contrat de projet de catégorie A à temps complet pour une durée de 3 ans, délibération que nous avions adoptée au 30 mars 2023. Au vu de la charge de travail du secteur, il est proposé de faire une réorganisation en interne et donc nous supprimons ce poste et nous avons recruté les contrats, les lettres de confirmation ont été signées par Monsieur le maire et moi cet après-midi pour un poste de contrat de responsable bâtiment. Sur le périscolaire au pôle éducation jeunesse, il est proposé de créer 14 postes titulaires du cadre d'emploi des adjoints techniques à temps non complet à hauteur de 18% d'un temps complet. C'est tout ce qui concerne la surveillance des repas pendant le temps méridien. Alors là, on est plus sur une régularisation vis-à-vis de la trésorerie qui nous a demandé de bien flécher ces postes. Je rappelle que les personnes qui aujourd'hui sont sur ces postes n'ont pas forcément que le poste à hauteur de 18% au titre de la surveillance des repas scolaires, mais ont d'autres tâches qui peuvent leur être dévolues. Ils étaient déjà, ils étaient pas. Voilà, c'est ça. Voilà. Ouais. Sur le pôle de la Direction générale des affaires générales, dans le cadre du processus qui va se dérouler du 2 janvier 2024 au 17 février 2024 de recensement de la population, il est proposé de procéder au recrutement de 22 agents vacataires sur cette période, avec une rémunération qui a été définie par la délibération que nous avons passée le 23 novembre 2023. Un renfort sur la mission d'accueil est nécessaire également pour permettre à l'équipe du service de prendre en charge la mission de coordination du recensement. Il est donc proposé de créer donc un poste d'emploi non permanent relevant du cadre d'emploi des adjoints administratifs dans le cadre de l'accroissement temporaire d'activité à hauteur d'un temps non complet à hauteur de 50% pour une durée d'1 mois pendant cette période de recensement. Et dans le cadre d'un départ en mutation, on supprime un poste titulaire du grade adjoint administratif principal 2e classe à temps complet à la date du départ effectif qui sera le 27 février 2024 et la création d'un poste titulaire du cadre d'emploi des adjoints administratifs à temps complet pour un agent d'état civil affaires générales. Sur le pôle culture, animation et animation de la vie locale au service des sports et de l'équipement sportif. Il est dans le cadre d'un besoin de service et en anticipation d'un départ à la retraite, il est proposé de créer un poste de titulaire du cadre d'emploi des éducateurs des activités physiques et sportives à temps complet. Et donc là, il s'agit d'anticiper le départ à la retraite de notre maître nageur. Et a priori, on a une bonne nouvelle aussi, c'est qu'on a quelqu'un qui est dans les tuyaux.
dans le bassin. Donc après, avis favorable de la commission ressources, moyens, économie, intercommunalité, nouvelles technologies du 6 décembre 2023 ainsi que du comité social territorial du 11 décembre 2023, demander au conseil municipal d'approuver cette délibération. Bien, des interventions, Laurent? Oui, pas de souci hein, sur le. Surtout qu'il y a beaucoup de régulations formelles. Je voulais juste poser la question, mais tu l'as peut-être dit, j'ai pas entendu. Sur le recensement, est-ce qu'on a réussi à avoir tout le monde? Est-ce qu'il manque du monde? Peut-être le moment de. Voilà, retourner vers la presse ici. Donc à date, là, à aujourd'hui, on a besoin de 22. Il y avait 18 personnes qui sont qui ont été retenues, donc il nous en manque encore 4. Donc effectivement, Si on avait un ou deux de plus, voilà. Aujourd'hui, avec un peu de marge de manœuvre. C'est souvent qu'un accord brut et puis au dernier moment, il voilà. Donc effectivement, plus on aura de personnes en capacité de recenser, sans vouloir commander à la presse. Voilà. Sans vouloir effectivement demander aux journalistes d'écrire. Oui, comme dit Alain, c'est pas des horaires fixes, hein, c'est pas 8h, midi, 14, enfin c'est des horaires. Il y a une mission à remplir et à bien remplir, donc mais voilà. Ça peut être un complément pour des étudiants, c'est pas mal aussi. Bien, d'autres interventions. Je vous propose de passer au vote. C'est-il des oppositions, des abstentions adoptées? Anne Gérin, toujours sur les 1607 heures, avec une modification à la demande de la préfecture. Effectivement, donc en fait, donc, je ne vais pas reprendre l'ensemble des éléments, mais nous avions délibéré par la délibération 8921 au 19 décembre 2019 pour la mise en œuvre des 1607 heures. Vous savez que c'est une obligation. Nous avions anticipé, on avait fait cette démarche en amont de ce caractère un petit peu plus coercitif de la part de l'État. Pour autant, on a eu une demande d'abrogation de notre délibération du 19 décembre 2019 en date du 28 décembre 2022. Nous avons tenu un comité social territorial le 11 décembre 2023 et il convient donc de modifier les éléments qui portaient sur notre délibération de 2019. Donc, en fait, la préfecture nous a demandé de modifier sur les points suivants, nous rappelons que le droit à congé annuel est d'une durée égale à 5 fois le nombre de jours travaillés par semaine par an, soit 25 jours pour un temps complet sur 5 jours, et que l'organisation du travail au sein de la collectivité est fonction du service dont des modalités. Bon, donc pour 36 heures hebdomadaires, on a le droit à 6 jours de réduction de temps de travail. Pour 39h45, 27 jours de réduction de temps de travail, et tout ça pour faire 1607 heures pour les personnes qui sont en annualisation. Ça concerne essentiellement les personnels qui travaillent dans le scolaire, la logistique. Donc, on avait aussi notre délibération n'était pas formalisée sur le jour de solidarité, donc on l'a repris. Donc en fait, l'organisation définitive est donc de 25 jours de congé pour un temps complet sur 5 jours, donc, et de 36 heures hebdomadaires avec 5 jours de réduction du temps de travail, 39h45 pour les personnes qui travaillent à 39h45. Elles ont 25 jours de congé annuel et 26 jours de réduction de temps de travail. Les services sont annualisés et le jour de solidarité est donc décompté sur un jour de RTT en moins obligatoire pour les personnes qui travaillent à 39h45. Il est inclus dans l'annualisation. Concernant les enseignants de l'école de musique, ils ne sont pas concernés par ces aménagements du temps de travail ni par l'annualisation. Ils nous doivent donc une journée de travail. Et les jours de fractionnement sont attribués selon les dispositions légales
Donc, selon le nombre de jours déposés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, les agents bénéficient de jours supplémentaires qu'on appelle des jours de fractionnement, à savoir un jour pour 5, 6 ou 7 jours de congé ou 2 jours pour 8 jours et plus. Donc après avis favorable du comité technique du 11 décembre 2023 et de la commission ressources, moyens, économie et intercommunalité du 6 décembre, il est demandé au conseil municipal d'approuver cette délibération. Bien, vous noterez quand même que la préfecture a mis 3 ans à réagir. Donc, la réflexion s'est maturée. Et que finalement, bon, avec le fractionnement, on peut faire moins de 1607 heures. Hein, puisque si on a 2 jours de fractionnement, bah, on fait 14 heures, si j'arrondis, en moins. Donc, bon, donc tout ça étant... Bien, est-ce qu'il y a des... Ah, il y a une époque, il y avait le jour du maire, hein, pour les plus anciens, que vous vous souvenez. On met 3 ans pour réagir. Ouais. Ça représentait quand même sur toute la commune une masse d'heures importante, cette récupération pour aller à 1607 heures. Et du coup, est-ce qu'on s'est rendu compte, parce que ça on l'avait dit quand on avait voté la délibération, qu'à ce moment-là, on essaierait de faire un bilan et de savoir si on a pu reporter effectivement certaines heures de travail sur d'autres projets, etc. Est-ce que ça nous a permis de mener à bien des projets qui n'existaient pas avant, pour lesquels on n'a pas réemployé, etc. Parce que l'objectif, il était un peu là aussi. Globalement, les gens, ils faisaient quand même 1607 heures. Et c'est la formalisation des 1607 heures après congé. Tu as raison, 1607 heures depuis notre délibération. Non, mais entre le moment où on a pris cette première délibération et aujourd'hui, ça serait bien qu'on sache quand même, par le fait, voilà, ça fait une masse quand même importante d'horaires, comment ça a été redistribué, qu'est-ce qu'il y a eu en face, quoi. Mais c'est peut-être pas possible non plus, hein, parce qu'on sait que dans certains services, c'est pas forcément facile. Le problème, c'est que ça a été des bouts d'heures sur des gens. C'est pas, à un moment, tu n'as pas regroupé, je sais pas quoi, 300 heures ou 200 heures, et en disant, avec ça, on fait un poste de plus, ou je sais pas quoi. Donc, c'est des pouillettes, et ça touchait pas l'ensemble du personnel, parce que je veux dire, avant la 2019, il y avait des gens qui faisaient 1607 heures, justement, ça a permis de rendre plus égal le temps de travail entre tout le monde. Parce que ceux qui étaient annualisés, ils faisaient déjà 1607 heures. Bon, il y avait des gens ceux qui étaient à 35 heures, notamment, c'était ceux qui ne faisaient pas tout à fait 1607 heures. Donc ça ne touchait pas l'ensemble du personnel à l'époque de la régularisation. Donc voilà. Donc après, c'est compliqué d'aller dire ça a permis d'avoir du temps de travail en plus. Surtout que c'était pas forcément tout au même endroit, dans le même service. Donc c'est un peu difficile d'avoir à la sortie un bilan réel et complet de ce que ça a pu produire de plus. Bien, s'il n'y a pas d'autres interventions, je vous propose de passer au vote. C'est des oppositions, des abstentions adoptées. Charlie Petre, concernant l'approbation du projet de plan et du tableau de classement des voies communales et chemins ruraux et de mise à l'enquête publique du projet. Merci, monsieur le maire. Mesdames et messieurs, chers collègues, bonsoir. Je vous rappelle que la commune dispose d'un tableau de classement des voies communales approuvé en 1988 et d'un tableau de classement des chemins ruraux de 1960. Il nous est apparu nécessaire d'envisager une mise à jour. Par délibération du 31 mars 2022, il a été décidé de lancer la procédure de mise à jour des tableaux de classement des voies communales et des chemins ruraux avec pour objectif d'améliorer la connaissance du patrimoine et donc d'optimiser la gestion, clarifier le cadre juridique de l'espace public, de faciliter la prise en compte de la politique de développement des modes doux en intégrant les voies vertes du tableau de classement, de préserver le passage et l'accès sur tout le territoire, actualiser la dotation globale de fonctionnement indexée au kilomètre de voies communales et améliorer la lisibilité et la compréhension des politiques municipales, notamment en termes d'éclairage public, de déneigement, etc. La mission de diagnostic a été réalisée en collaboration avec le cabinet Coordonnette. Une réunion publique a été organisée en novembre afin de présenter l'inventaire du travail mené,
lequel fait ressortir un certain nombre de points à soumettre au conseil municipal avant mise à l'enquête publique du projet. L'ensemble de ces points est présenté dans les tableaux et plans joints à la présente délibération que vous avez pu découvrir en annexe. Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L2122-1, L2141-1 et suivants, vu le Code de la voie routière et notamment l'article L111-1, vu la délibération du conseil municipal du 31 mars prescrivant la mise à jour du plan de classement des voies communales et des chemins ruraux, vu le décret du 26 décembre 2022 relatif aux modalités d'enquête publique portant sur le recensement des chemins ruraux, considérant la nécessité de mettre à jour le tableau de classement des voies communales et des chemins ruraux, et après avis favorable de la Commission de transition écologique, aménagement d'espace public, urbanisme, cadre de vie et mobilité du 12 septembre 2023 et du 3 octobre, je vous propose donc d'approuver le projet de plan et des tableaux de classement des voies communales et chemins ruraux identifiés dans le document annexé, de procéder à la mise à l'enquête du projet de mise à jour du classement des voies communales et des chemins ruraux tel que présenté dans les documents annexés. Et d'autoriser Monsieur le maire à signer donc les actes et à faire tout ce qui sera nécessaire en vue de mettre en œuvre la présente délibération. Bien, écoutez. Moi, je voudrais quand même remercier à la fois Charlie, mais aussi les services, pour un travail laborieux, important, même s'il n'est pas, je vais dire, publiquement très valorisant. Enfin, au sens que c'est sûr que c'est pas pour faire un projet de beau projet de voirie, un beau gymnase, je ne sais quoi. Et c'est un projet important parce qu'au quotidien, ça permet de régler pas mal de questions qu'on peut avoir quand on mène justement un projet où de bien savoir quel est le statut exact de la voie. Alors, vous voyez que c'est très longtemps que ça n'avait pas été fait. C'est vrai que les uns et les autres, ça a été reporté un peu dans le temps. Mais il fallait à un moment le faire parce qu'on avait de plus en plus de problèmes liés au fait qu'il y avait des questionnements sur telle voirie ou tel chemin rural. Voilà. Par rapport au classement d'époque, il était important de faire ce travail. Moi, je pense que même si ce n'est pas un travail qui représente quelque chose de merveilleux, c'est un travail fondamental, je pense, dans la vie de notre commune. Et voilà, je pense qu'on peut remercier ceux qui ont travaillé là-dessus. On n'est pas au bout, parce qu'il y a l'enquête publique, et on reparlera de ce sujet quand il y aura eu l'enquête publique, rapport du commissaire enquêteur. On reprendra une délibération dans 3 ou 5 mois. Mais quand même, 90% du travail est fait. Et je pense que, voilà, que ce soit dit. Est-ce qu'il y a des interventions là-dessus? Monique et Jean-Claude. Wiki, j'ai doublé quelqu'un? Oui, non, Monique et Jean-Claude après. Merci. Alors, oui, nous, j'avais assisté moi, à la réunion, c'était très intéressant. Bon, je peux plus allumer le micro. On est toujours. Voilà, c'est bon. Alors, oui, j'avais assisté donc, à la réunion, c'était fort intéressant. Il est parti. Oui. La pile, je crois. Voilà, merci. Donc, j'avais assisté à la réunion, c'était très intéressant. C'est dommage qu'il n'y avait personne, qu'il n'y avait pas d'habitants. Hein. Mais la question, moi, que je voulais poser, c'est ce premier travail qui a été monté, là, Charlie, éventuellement, est-ce qu'on a fait appel aux propriétaires riverains ou aux propriétaires tout court à des moments avant de finaliser, avant l'enquête publique, je parle. Avant l'enquête publique. Parce qu'au moment de l'enquête publique, effectivement, ils vont pouvoir venir, ils pourront intervenir. Et en plus, comment on fait pour leur signaler? Parce qu'il y a toujours de l'information qui passe à travers par rapport à nos citoyens. Donc, s'ils sont très concernés par une problématique de passage de sentiers, de fréquentation, on va dire, notamment peut-être pour la randonnée, hein, moi je pense surtout à ça, eh bien, est-ce qu'ils sont prévenus quand même avant cette enquête publique? Alors oui, effectivement, c'est prévu dans les modalités. Il y a des panneaux qui sont installés ou qui seront installés dans les prochains jours
pour signaler qu'à tel endroit, il y a une modification à venir dans le cadre de l'enquête publique. Tout à fait. Bon, il faut savoir que ça représente quand même les tableaux d'une trentaine de pages. Donc il y a beaucoup de personnes susceptibles concernées. Ouais. Effectivement, le maximum est fait pour... Il y aura un article sur janvier, là, sur Borep et moi? Alors, il y en a déjà eu un, et il y en aura un en janvier. D'accord. Tout à fait. Jean-Claude. Simplement pour compléter un peu ce qui vient d'être dit, je crois qu'il faut être très très attentif à la diffusion de l'information. Parce que normalement l'information et les tableaux doivent être posés 15 jours avant le début de l'enquête publique. Est-ce qu'ils seront mis avant? J'en sais rien. Si ce n'est au droit des gens qu'il faut changer, mais surtout au niveau de la mairie et des panneaux d'information de la commune. Donc j'insiste là-dessus parce que j'ai vu combien d'enquêtes publiques ont été sautées à cause de la publicité. Donc il faut être très très attentif. Non, mais il y a la publicité légale et obligatoire, et puis il y a l'autre publicité qu'on va faire sur tous les supports municipaux, de manière à ce qu'un maximum de gens... Ok. Donc j'ai vu qu'il y a des enquêtes publiques, parce qu'on est en commune dans une solution. Oui. Non. Je l'ai plus en tête. Mais... Bon, on va le retrouver. Vous les connaissez ou pas? Poblé. Madame Poblé. Poblé, ah ouais. Je sais pas, je connais pas. Tu la connais, Jean-Claude? Oh, ben je pense. Je sais pas, je vais la rencontrer avant le démarrage de l'enquête. Anne Gérard, vous avez la parole. Oui, juste pour dire que par rapport à la remarque de Jean-Claude, jusqu'à présent, nous avons mené un certain nombre d'enquêtes publiques, notamment lorsqu'il y avait des modifications du PLU. Nous avons toujours fait ça dans les règles. Les services sont bien affûtés sur ce dispositif et les publications et la position des informations légales ont toujours été faites en temps et en heure. Il n'est pas là. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est que là, on parle de sentiers, de chemins, et que les gens, pour eux, ça n'a pas la même importance que si c'est leur terrain, effectivement, qui peut devenir constructible ou pas. Donc, ils peuvent passer à côté d'une information qui peut être très importante, parce qu'effectivement, ils sont peut-être sur ce terrain-là, c'est tout. C'est ça qu'il faut... Il faudra que chacun sache quand même qu'il y a eu à un moment donné un travail qui peut les concerner. Oui. Nonobstant ça, je rappelle, enfin je ne parle pas de la zone urbaine, mais dans les zones soit de montagne ou des fois de plaine, les propriétaires, ils sont à l'autre bout du monde, c'est des indivisions, des machins. Donc je veux dire, nous on va faire l'info sur Borep, et puis dans l'enquête publique, ça sera publié dans un journal de diffusion plus large que Borep, bien évidemment. Mais à tout état de cause, s'il y a des propriétaires qui sont, et j'ai vu, ne serait-ce que la zone qui a brûlé, j'ai regardé un peu les propriétaires, il y en a peut-être qui sont concernés par des chemins ruraux, et il y a des gens, ils sont à l'autre bout du monde, hein, je dis encore que cela, oui, cela. Excuse-moi, pour compléter justement ce que j'ai dit, est-ce qu'au niveau, il y a une enquête numérique aussi, avec ordinateur et tout ça, où les gens peuvent répondre sur un site. Au niveau de l'enquête publique, tu veux dire? Ah oui, bien sûr. Bien, s'il n'y a pas d'autres interventions, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Adoptées. Alors le sujet suivant sur le temps scolaire, je proposais qu'on attende un peu que Cécile soit là. Je sais que c'est un sujet qu'elle aime bien. Qu'elle arrive. Sandrine, on passe de trois autres sujets, et je sais que c'est un sujet qui lui tient à cœur. Et que, en tout cas, qu'elle ait au moins la capacité de s'exprimer là-dessus. Et tu n'as pas d'autres... Elle arrive, là, tu n'as pas fait de... Bon. On ne va pas la laisser, on va pas la déranger. De conduire. Bien, alors, du coup, je passe la parole à Anne Gérin sur une subvention exceptionnelle au 93e régiment d'artillerie de montagne. Oui, et donc j'expose au conseil municipal que la ville de Borep souhaite apporter un soutien financier complémentaire au 93e régiment d'artillerie de montagne, qui est basé à Vars, pour l'organisation de son 100e anniversaire, qui aura donc lieu en 2024.
Dans ce cadre, il est proposé de verser une subvention exceptionnelle d'un montant de 500 €. Après avis favorable de la Commission Culture, Animation, Sport, Association et Relations Internationales du 7 décembre 2023, il est donc proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à attribuer cette subvention. Bah oui, enfin, on ne va pas reparler du 93, qui est un régiment avec qui nous avons des liens particuliers. Je rappelle que régulièrement, dans les grosses manifestations, enfin grosses commémorations, pardon, ils sont présents. On a toujours un effectif de soldats qui viennent pour participer aux commémos, et que ce centenaire, ce régiment qui a été présent sur Vorep pendant la bataille de Vorep en juin 1940, c'est important que, dans le cadre de ce 100e anniversaire, donc, je ne sais pas, oui, je crois qu'on a eu le programme, peut-être pas complet, mais on pourra vous passer le pré-programme, si vous êtes intéressé, puisqu'il y a prévu des expos, des manifestations, pas forcément sur Vorep, mais sur Grenoble. S'il y en a qui sont intéressés, vous pouvez y participer. Y a-t-il des interventions? Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adoptées. Marc Descours. Validation du plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée dit PDIPR. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Donc, pour proposer au conseil municipal la validation du plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, comme l'a dit Monsieur le maire, PDIPR, conformément aux articles 56 et 57 de la loi 83-663 du 22 juillet 1983, retranscrite à l'article L361-1 du Code de l'environnement et de la circulaire du 30 août 1988 relative aux plans départementaux des itinéraires de promenade et de randonnée. Considérant que pour répondre à la demande du public en matière de santé et itinéraires de loisirs dans les espaces naturels, le conseil départemental de l'Isère est intervenu auprès de l'agglomération du Pays Voironnais et du parc naturel régional de Chartreuse, maître d'ouvrage de l'opération d'aménagement d'itinéraires de promenade et de randonnée sur leur territoire. Considérant que le PDIPR permet de pérenniser un réseau de sentiers juridiquement stable, aménagé et signalé conformément à la charte départementale, considérant que dans le cadre des actions menées en faveur du développement touristique, la communauté d'agglomération du Pays Voironnais a réalisé un plan de requalification de son réseau d'itinéraires de promenade et de randonnée. Considérant que le dit plan comprend des itinéraires traversant le territoire de la commune de Vorep. Après avis favorable de la commission culture, animation, sport, association et relations internationales du 7 décembre, il est demandé au conseil municipal d'accepter la délabellisation des chemins suivants. Chemins ruraux de Bouzonnière à Gachetière, en passant par la côte longue et le clé distante de 4461 mètres. Chemin rural numéro 11 de la Tanson à la Buisse, sur la section de l'arbre fourchu et le bois de la Tanson sur une distance de 1229 mètres. Donc, concernant ce point de délabellisation, il faut savoir que le département nous demande de travailler au kilomètre constant, et notamment dans le cas d'un dédoublement, comme c'est le cas sur la proposition qui part de Gachetière en passant par Côte-Longue, Bouzonnière pour aboutir à Géroudière, doublonne avec un sentier labellisé également qui passe par Brassin, la Rigonnière pour aboutir à Géroudière également. Pour le deuxième chemin, donc le chemin rural de la Tanson, ce circuit a été délabellisé, donc toujours dans le même cadre du kilomètre constant. Il faut rappeler que sur ce secteur, il y a une interdiction municipale qui date du mois de juillet 2023 suite aux incendies qu'il y avait eu. Et donc un arrêté municipal a été pris pour interdire le passage sur ce sentier. Accepter donc l'inscription au PDIPR des chemins suivants. Liaison de la gare Vorep au réseau PDIPR existant par les rues de la gare, de Loiry et de Gachetière sur une distance de 775 mètres.
liaison entre le Chevalon et le Fontaine-du-Cornier, par le chemin du Sautaré, le chemin de Carrière, la rue Hector Berlioz, le chemin Vieux, le chemin du Loginov, le chemin du Côte-Landière, le chemin de Chamoussière et le chemin de la Croix de la Rochette sur une distance de 2764 mètres. S'engager à ne pas aliéner la totalité ou une partie des itinéraires concernés en cas d'impétueuse nécessité, le conseil municipal proposera un itinéraire de substitution rétablissant la continuité du sentier. S'engager également à proposer un itinéraire de substitution en cas de modification suite à des opérations foncières ou de remembrement. S'engager à conserver leur caractère public et ouvert aux sentiers concernés. En cas de passage inévitable sur une propriété, il sera passé une convention entre le département et le propriétaire. En ce qui concerne l'usage des véhicules motorisés pour 4x4, soit de moto tout-terrain, autres que ceux utilisés pour les besoins d'exploitation forestière ou agricole, le conseil municipal interdit l'accès, la circulation et le stationnement sur les chemins et sentiers sur la partie nord-est du massif de la Chartreuse, à l'exception de la voie d'accès aux centres de tir, aux cabanes de chasse et aux personnes faisant partie de l'association. Tout à fait. Merci, monsieur le président. Juste une question. Donc, ça c'est le schéma PDIPR, mais il y a aussi des sentiers de randonnée. Oui. Vos repos, vos repas, j'allais dire. Tout à fait. C'est pas. Tout à fait. C'est pas l'intégralité d'un PDIPR, mais des sentiers de randonnée. Dans le cadre, par exemple, de la délabellisation de Gachetière à Bouzonnière-Gerboudière, le sentier continuera d'exister, et sera toujours entretenu par Corefa, puisque sur Corep, c'est pas. Il faut être clair là-dessus, parce qu'on a l'impression que il y a le PDIPR, c'est un label départemental, on va dire, et à côté de ça, il existe en plus d'autres sentiers qui sont tout à fait hors labellisation. Hors labellisation, vos repas, j'allais dire, mais entretenus par Corefa. L'ensemble des sentiers sur la commune sont effectivement entretenus par Corefa. Bien. Oui, Guillaume Bras, et ensuite Monique. Oui, du coup, je suis rassuré que ceux qui sont délabellisés ne vont pas être non plus fermés à la circulation. Et du coup, quel est l'avantage ou l'inconvénient qu'ils soient labellisés ou pas? C'est que l'entretien il est à la charge du département. L'avantage ou l'inconvénient, c'est surtout une histoire de doublonnement. Par exemple, on s'aperçoit que sur le sentier qui est délabellisé, le département a choisi de labelliser plutôt le parcours qui passe par Rigonière pour l'autre, plutôt que par l'autre circuit. Voilà. C'est une décision du Pays Voironnais avec validation, je le rappelle, du département. Oui. Parce que toute modification doit passer par le département. Si je peux intervenir en réponse, effectivement, le plan départemental de randonnée, l'objectif, c'est que dans tout point du département, on puisse, en gros, aller n'importe où. Quoi. Et donc, tout ce qui est labellisé PDIPR départemental, le D départemental, est effectivement à la charge du département. Donc, alors là, c'est le département qui le délègue à Corefa et au Pays Voironnais. En l'occurrence, le Pays Voironnais a délégué à Corefa sur la partie Corep. Et sur le reste du Pays Voironnais, c'est d'autres associations ou des entreprises d'insertion par l'activité économique qui gèrent la gestion et l'entretien de ces sentiers. Et l'objectif, effectivement, plus en plus d'axer la capacité pour les urbains, en quelque sorte, d'accéder assez facilement sur les espaces de randonnée proches de chez eux. D'où la liaison avec la métropole. Alors on peut rajouter, excuse-moi, oui, que sur le Pays Voironnais, il existe 523 km de sentiers labellisés, dont 179 dans le PNR de Chartreuse et 344 hors PNR de Chartreuse. Monique et puis Jean-Claude. Oui, alors, moi je voulais intervenir parce que, bon, je connais très bien le PDIPR, puisque c'est moi qui l'avais mis en place avec le Pays Voironnais. Le PDIPR, sa raison d'être, c'était le maillage pour la randonnée. Et là, je suis très étonnée que l'on choisisse des routes
des routes qui ne sont pas des sentiers de randonnée, là, ce qui a été nommé, la rue Hector Berlioz, le chemin du Sautarret, etc., la gare, etc. Et du coup, je trouve qu'on sort un petit peu du rôle de la randonnée pédestre qui normalement était de Mallier, de la Buisse, en passant par la Conson, en passant par le cimetière d'Orep, en revenant sur le Chevelon, en passant ensuite par le Fontanil, par le chemin qui ramène au Fontanil, mais non pas par la plaine et par les routes qui sont à circulation. Donc ça veut dire qu'à quelque part, il y a des choses qui ont été un peu modifiées dans ce sens-là. Il y a des choses qui ont été modifiées, Monique, mais il faut quand même noter que le fait de passer à proximité d'une route n'est pas propre au PDIPR du Pays Voironnais. Lorsque tu te balades en France, tu peux prendre le chemin. Non, mais je ne parle pas du Pays Voironnais, moi spécialement. Ce que je dis, c'est que le PDIPR. Oui, non, mais d'accord. Mais le PDIPR aujourd'hui du département, il fait passer les gens qui se promènent en randonnée sur des routes. Et sur ces routes-là, où il n'y a même pas il n'y a pas de passage, quoi. Il n'y a même pas un endroit pour pouvoir filer en alignement, etc. Alors qu'avant, c'était pas comme ça. C'est ça ma remarque. Si tu m'avais laissé terminer, oui, j'aurais pu te dire que lorsque tu fais de la randonnée, ce n'est pas exceptionnel de longer les routes. Ah, bah, le moins possible quand même, le moins possible. Traverser des routes. Monique, s'il y a un sentier qui part de la gare, c'est quoi? C'est simplement qu'il y a des gens qui arrivent à la gare, à partir de la gare, puisqu'on parlait des urbains. Mais ça va au-delà de la gare, la Luc, ça fait. Oui, puisqu'un des nouveaux, c'est la gare pour remonter jusqu'à Gachetière, si je ne me trompe pas. Forcément, quand tu es à la gare, tu descends du train, tu es obligé de prendre une voie pendant un certain temps. Il y a des trottoirs en plus, donc on change le rôle de la randonnée. Jean-Claude, Laurent. Si tout le monde a Je reviens effectivement sur l'objectif du PDIPR, c'est bien que de tout point du département et en particulier depuis les agglomérations, on puisse avoir accès aux chemins de randonnée. Et les chemins de randonnée, comme l'a précisé Marc, il y a plein d'endroits, vous allez dans l'Hérault, vous allez dans la Drôme, vous passez sur des routes. Mais là, ah bon, elle était où la possibilité? Sur le Fontanil, le rejoindre du Fontanil est coupé par la voie verte sur un espace qui venait ramener sur la plaine. Parce que le maillage, si j'ai bien compris, c'est pour ramener sur les côtés. Non, le maillage, il est pour aller sur la métropole. Et le chemin, la question s'est posée sur le chemin vieux qui aujourd'hui est... Ben si, il est fermé. Ah mais non, pas totalement. Oui. Fermé jusqu'à la route. Mais c'est bien, et c'est bien pour ça que l'option, le plan B, l'option B, c'est de passer par Chamoustière. Parce qu'effectivement, la continuité ne se faisait pas. Donc c'est bien pour ça qu'on passe. Et la question, on a échangé en commission, notamment avec Laurent, sur cette difficulté rencontrée sur la partie qui est inaccessible. Et donc, bon, il y avait l'option, et là, elle est beaucoup plus fréquentée, là, à 1075. Donc, Laurent, je me suis arrangé avec on s'est arrangé. Merci. Il y a une délégation. Oui, c'était juste, traduire un petit peu les échanges qu'on avait eu en commission. Et je rejoins Monique. La partie au sud, au niveau du Fontanil, nous a interpellés parce que on va passer à l'intérieur, dans la plaine, sur des routes, des petites routes qui ne sont pas forcément aménagées, etc. Alors que on pouvait tolérer, de passer sur la piste cyclable, la voie le long de la 1075 pour faire le petit bout, pour rejoindre ce qu'on fait là. Et donc on avait 150 mètres plutôt que de faire un grand détour au milieu de Chamoustière pour pas grand chose et marcher sur des accotements qui ne sont pas forcément sécurisés. Voilà, donc c'était un petit peu la teneur de la discussion. Moi je comprends tout à fait que la gare soit desserte, au lieu de garer les voitures, etc. et qu'on mette un chemin pour aller sur les chemins de pleine nature. Mais en tout cas, pour cette partie du Fontanil, je pense que personne ne le prendra. Et que les gens qui arrivent de la métropole tireront tout droit sur la nationale pour aller après reprendre là où c'était. Donc, tu parlais tu disais que il fallait être un kilomètre constant. Là, on aurait pu économiser quelques kilomètres pour éventuellement avoir d'autres possibilités ailleurs.
Simplement pour te répondre, je pense que les gens qui font de la randonnée sont très respectueux de la signalisation et qui suivront la signalisation. Alors ça, c'est pas toujours sûr. Le chemin bleu, il est régulièrement à l'endroit. La parole est à Jean-Claude Il Canossi. est régulièrement au point de chemin bleu. Jean-Claude, tu as la parole. Il est interdit au bout. Simplement deux questions ou remarques. Est-ce que cette validation apporte des financements pour l'entretien des chemins? Attends. Est-ce que le département apporte des financements? Oui, Pour c'est le l'entretien. PDIPR, à partir du moment où c'est labellisé PDIPR, Ok. plan Et qu'est-ce départemental. que ça veut dire en termes de financement? Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est entretenu par le département qui a délégué au Pays Voironnais, qui lui-même a délégué à l'association Corefa. D'accord, dire j'entretiens, c'est bien, mais il faut des financements. Il y en a combien? Ça coûte combien de département? Aujourd'hui, je rappelle, c'est Corefa qui fait l'entretien de l'ensemble des sentiers, PDIPR ou communaux. Que Corefa, et on a cette chance, parce que vous pouvez aller dans d'autres communes, c'est pas comme ça. On a une équipe de bénévoles qui font l'entretien et qui vont toutes les semaines, au moins un jour par semaine pour aller soit conforter, soit développer, soit améliorer. Et que le Pays Voironnais donne une subvention tous les ans à Corefa pour cet entretien. Bon, sachant que Corefa, c'est des bénévoles, donc la subvention, c'est pour du matériel, du consommable. Mais on peut se dire que si demain, entre parenthèses, Corefa dit moi j'arrête, qui finance? Et qui financera Le Pays Voironnais continuera à financer ce qui relève du PDIPR et ce qui relève des sentiers communaux. Ça reviendra à nous de régler la question. Ok. Voilà. Et deuxième question, au niveau du fléchage, qu'est-ce qui va le mettre en place? C'est Corefa qui fait. Département, non. C'est PCD, donc c'est Corefa. Et Corefa lui donne simplement le poids d'acheter du matériel. Il y a du temps bénévole. Corefa, il donne une subvention qui permet d'acheter du matériel, du consommable, je veux dire les tronçonneuses, les machins comme ça, de payer l'essence, les déplacements, des choses comme ça. Pas les bénévoles, puisque ce sont. Pour l'instant, on a la chance d'avoir des bénévoles. Oui, tout à fait. On n'aurait pas de bénévoles, on aurait des choix financiers à faire là-dessus. C'est évident. C'est vraiment une grande chance. Non, mais je veux dire, dans notre commune, il n'y a pas ça. Et si on a un réseau de sentiers, si on additionne PDIP à sentiers communaux sur Vorep, qui est certainement un des plus développés de l'ensemble du Pays Voironnais, c'est parce qu'on a Corefa qui investit une équipe, je ne sais plus combien, une quinzaine, ils sont, de gens investis. Je rappelle, pour le futur, que malgré tout, ils vieillissent, et il n'y a pas forcément de nouveaux qui arrivent. Bon, je complète, si tu veux, mon interrogation par rapport à l'entretien. Bon, j'ai ma réponse. Dans le temps de responsabilité civile, on ouvre des chemins. Qui a la responsabilité civile d'ouvrir ces chemins? Je prends un chemin, je me casse la figure à cause de, je me retourne auprès de qui? Auprès de Corefa? C'est le département qui est responsable sur les sentiers PDIPR. Sur les sentiers communaux, c'est la commune. Il faut savoir que les randonneurs aussi en principe sont. En principe, je connais trop de problèmes pour dire que. Je connais trop de problèmes pour te dire qu'il va y avoir plusieurs coups de contentieux. Bien, messieurs, dames, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Adopté. La parole à Angélique Caloget concernant le CAP, un tableau de synthèse de l'ensemble des tarifs. C'est juste une. En fait, c'est la trésorerie qui nous a demandé un tableau récapitulatif de nos tarifs. Donc, le voilà. Rien n'a augmenté, je vous rassure. On n'a rien changé. C'est juste qu'ils veulent un joli tableau pour pouvoir vérifier. Donc, après avis favorable de la Commission Culture, Animation, Sport, Association, Relations Internationales du 7 décembre, il est demandé au Conseil municipal d'autoriser M. le maire à approuver le récapitulatif des tarifs appliqués au cinéma Le Cap. Voilà, puisqu'il y avait eu des délibérations. Voilà, Successives qui avaient créé des tarifs à un moment. Donc il y avait plusieurs délibérations pour clarifier les choses et qu'ils aient un tableau clair, la perception que vous avez demandé
de regrouper à un endroit l'ensemble des tarifs. Donc, voilà. Ce sont les tarifs existants, il n'y a pas, comme l'a dit Angélique, il n'y a pas d'augmentation là-dessus. Comment? Donc, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Adopté. Ensuite, Anne Gérin, convention de prestation de services pour la gestion technique de la médiathèque de Voreppe pour l'année 2023. Alors, nous sommes le 21 décembre, nous devons signer cette convention avant le 31 décembre et qui reprend du 1er janvier au 31 décembre. Il y aura une nouvelle convention en 2024, ou pas. Il est proposé au conseil municipal cette convention de prestation de services pour la gestion technique de la médiathèque de Voreppe entre la CAPV, le Pays Voironnais et la ville de Voreppe, donc cette année 2023. C'est une prestation d'entretien et de fonctionnement du bâtiment dénommé Médiathèque Stravinsky. Et donc les prestations assurées par la ville pour le compte du Pays Voironnais seront les suivantes, ou ont été les suivantes: la maintenance du système d'alarme jusqu'au transfert de la gestion de celui-ci au Pays Voironnais, le prêt matériel, les tâches administratives inhérentes à ces missions. Le Pays Voironnais a repris à sa charge tous les contrats de prestations qui étaient historiquement externalisés par la ville ainsi que la gestion du bâtiment. Elle prend également à sa charge l'assurance du bâtiment et de son contenu, les fournitures, les services directement liés à l'exercice de sa compétence lecture publique. Cette convention reprend à l'identique le modus operandi indiqué dans la convention précédente, à l'exception, il y a une faute d'orthographe, de toute mention de charges d'investissement pour les communes qui sont supprimées. Le Pays Voironnais remboursera à la commune de Voreppe des frais engagés pour le système d'alarme de la médiathèque de Voreppe pour les premiers mois de l'année. Elle est conclue donc pour une durée ferme du 1er janvier au 31 décembre 2023. Et donc après avis favorable de la commission culture, animation, sport, association et relations internationales, ils nous ont demandé d'autoriser monsieur le maire à signer la convention de prestation de services pour cette année 2023. Et si on ne la signe pas, on ne se fait pas rembourser. Non, c'est que nous, on ne peut pas facturer. Avant de passer la parole à Laurent, je rappelle qu'historiquement, lorsque la compétence lecture publique a été transférée au Pays Voironnais en 2017 ou 2018, je ne sais plus, l'année, à l'époque, le président du Pays Voironnais de l'époque, contre notre avis et contre les avis juridiques qu'on avait sollicités, avait tenu absolument qu'on transfère le service, mais pas le bâtiment. Que le bâtiment restait à charge des collectivités, hein, et que, voilà. Donc une collectivité avait mis ça dans le tribunal administratif, la commune de Moiran à l'époque, et que le tribunal administratif a, il y a 1 an maintenant, je crois, appliqué nettement la loi, dit qu'il y a un transfert de compétences, il y a un transfert automatique du bâtiment. Donc le bâtiment est aujourd'hui un bâtiment qui est sous compétence totale du Pays Voironnais. Alors le jour où il n'y aura plus de médiathèque, le bâtiment reviendra. Hein, c'est la règle des transferts, mais dans les médias, c'est un bâtiment qui est à charge totale. Ah, mais c'est bien, là, arrive au bon moment. On avait gardé le sujet scolaire pour votre arrivée. Voilà, Laurent. Oui, juste pour le bâtiment, il ne nous appartient pas tout à fait non plus. Oui, il y a un bail amphithéotique. Oui, mais donc, le bail amphithéotique aujourd'hui est géré par le Pays Voironnais. Ok. Oui, moi, c'était juste une remarque. Pourquoi on passe sur celle de 2023, donc il reste 10 jours, elle va vite 10 jours, c'est bien. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas profité pour passer 2024 en même temps? Ça éviterait qu'à Noël prochain, on se retrouve à devoir passer. Voilà. On rigolait tout à l'heure sur les temps longs, mais voilà. Ça fait toujours. Bon, Pays Voironnais, on a l'habitude, hein, on vote les budgets 2 ans, enfin les rapports 2 ans après. Mais voilà, peut-être anticiper, faire les choses un petit peu dans les temps, ce serait peut-être plus rigoureux. Je rappelle qu'on peut dire la même chose pour la GPU, on a délibéré il n'y a pas longtemps pour le 1er janvier. Hein. Bon, Luc, moi je voudrais reprendre effectivement par rapport à ce que tu disais, pour que ce soit un petit peu plus clair. En fait, les bâtiments effectivement ont été repris, mais pas dans la définition de propriété du bâtiment, uniquement pour son entretien et les réparations et tout ça. C'est une quasi-propriété, juridiquement c'est un peu particulier, c'est une quasi-propriété tant que le bâtiment
est à usage de la compétence transférée. Ce que je disais, si demain, je ne sais pas, le pays voisin dit la médiathèque ça va plus, on a construit à tel endroit, le bâtiment nous sera rendu. Voilà. Mais pendant le temps d'exploitation de la compétence, c'est la quasi-propriété du parent. Il y a il n'y a que la vente qu'il ne peut pas faire, mais il a, comment on dit, l'usus et le fructus, mais pas l'abusus qui est la vente. Donc il a la responsabilité du bâtiment, de son entretien, des investissements qu'il y a à faire à l'intérieur, sa conservation, ou des investissements de transformation. Parce que si on se souvient très bien au Pays de Voironnais, il n'y a pas que le cas de Vorel qui posait problème. Il y avait le cas par exemple de Saint-Étienne-de-Crossé où la médiathèque, enfin la bibliothèque, c'est pas une médiathèque, était au sein de la salle du conseil municipal. Et donc ils ne pouvaient pas céder leur bâtiment. C'est la raison pour laquelle. Dans le bâtiment de la mairie. Oui, mais après, ça pose des problèmes, ça. C'est comme si tu as une division en volume de la propriété. Comme ça peut arriver dans un bâtiment. En attendant, c'est il y avait, pas je sais pas quoi, sur la mairie qui fait 500 mètres carrés, il y a 200 mètres carrés de médiathèque, et bien ces 200 mètres carrés sont sous la responsabilité quasi-propriété temporelle liée à l'existence du service. Jean-Claude. Simplement, une question. Le propriétaire du bâtiment, il sait tout ce qui se passe. De toute façon, juridiquement, ces conventions qui sont passées en Pierre et Dupont pour dire on va pas se en faire dans le bâtiment. Est-ce qu'il a son mot à dire pour dire je entretiens le bâtiment mais je vais le transformer en jouet en bloc? Est-ce qu'il a son mot à dire? Aujourd'hui, il y a un bail amphithéotique qui fixe des conditions. Je rappelle qu'à l'époque, quand le comte à l'époque a donné à bail amphithéotique, la commune a investi, a agrandi le bâtiment. Vous avez la maison historique, dite maison Stravinsky, et la commune avait fait des travaux, toute la partie un peu récente, qui avait été faite, mais dans le cadre du bail. Nonobstant, les règles du bail continuent à s'appliquer. C'est-à-dire paiement de la redevance annuelle. Ah bah oui. On est sûr. Ah oui. C'est dans les années 80 la médiathèque. Ah oui. Bon. Ok. Ouais, je ne sais pas. C'est propriétaire. Bien, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Adopté. Et bien, tant que Cécile est là, on peut passer à la dernière délibération présentée par Sandrine Corbonari sur l'organisation du temps scolaire pour la rentrée 2024. Merci, monsieur le maire. Je propose au conseil municipal de soumettre au directeur académique une demande de modification de l'organisation du temps scolaire pour la rentrée 2024 en prenant en compte les résultats du sondage sur les rythmes scolaires réalisé en octobre 2023. Les parents se sont prononcés en faveur d'un retour à 4 jours à 68,3% avec une participation significative des familles de 50,34%. Sur la base de ce résultat, le comité de pilotage du projet éducatif de territoire, le PEDT, s'est réuni les 20 novembre et 11 décembre 2023 pour travailler sur l'organisation de la semaine. Les échanges ont permis de dégager une proposition respectueuse du cadre réglementaire, de l'intérêt des élèves et des besoins pédagogiques selon les âges. Donc à savoir que pour les maternelles, donc les lundis, mardis, jeudis et vendredis, donc les horaires seraient donc 8h30, 11h30, 13h30, 16h30. Pour les élémentaires, donc toujours sur les lundis, mardis, jeudis et vendredis, les horaires seraient 8h30, 11h45, 13h45, 16h30. Cette organisation sera soumise au vote des conseils d'école exceptionnels qui auront lieu la semaine du 15 janvier 2024, avant transmission du dossier de modification au plus tard le 19 janvier 2024, délai de rigueur. Après avis favorable du comité de pilotage PEDT du 11 décembre 2023, il est demandé au conseil municipal de valider la modification du type d'organisation du temps scolaire sur 4 jours et la proposition des horaires tels que fixés ci-dessus. Bien, Cécile. Vous êtes bien bon de m'avoir attendu, je m'excuse encore. C'est un sujet que je sais qui vous intéresse. Comment dire? Alors, sur cette délibération, nous regrettons profondément que le conseil municipal vote une organisation des rythmes scolaires dès ce soir, et ce avant que les conseils d'école se soient prononcés sur ce sujet et sur la simple base d'une consultation des familles au cours de laquelle
seulement 34% des parents se sont explicitement prononcés pour un rythme à 4 jours, consultation entachée d'irrégularité par ailleurs. À ce jour, les familles n'ont aucune visibilité sur l'organisation en réalité de cette modification pour eux, et nous non plus. L'organisation des mercredis n'est pas définie, le sujet des activités, du lien avec les associations n'a pas encore été évoqué par le comité de pilotage sur le PEDT, et en réalité, nous n'avons aucune visibilité sur la façon dont l'année prochaine va s'organiser. Lors de la réunion d'information sur ce projet de modification des rythmes scolaires, bon nombre de parents avaient déjà regretté que le sondage qui leur avait été proposé ne permettait que de se prononcer sur 4 ou 4 jours et demi de classe. Ils ne pouvaient même pas dire qu'ils ne savaient pas ce qu'ils préféraient. Et ce, en l'absence de toute visibilité sur les possibilités d'organisation des temps scolaires et périscolaires et de l'accueil de loisirs. Lors de cette réunion aussi, la majorité des intervenants, enseignants, inspection académique, reconnaissaient la valeur des 5 matinées de travail pour les apprentissages des enfants et les besoins différents des élèves de maternelle et de primaire, ainsi que la complexité introduite par la faible durée des après-midi dans le rythme à 4 jours et demi. De plus, il est étrange de demander au conseil municipal de valider une organisation elle-même non encore validée par les conseils d'école. Que se passera-t-il si les conseils d'école ne valident pas ces horaires et cette organisation? Le délai entre les votes des conseils d'école, qui auront lieu la semaine du 15 janvier, et la date limite de transmission du dossier de modification le 19 janvier, ne va pas permettre de discuter sereinement de ce sujet. Pourtant, l'avis des conseils d'école est bien le point central qui permet l'autorisation de la dérogation aux rythmes scolaires légaux par la DAZEN. Nous voterons contre cette délibération car nous aimerions pouvoir discuter et nous prononcer sur l'ensemble des éléments qui constituent l'organisation des temps scolaires et périscolaires, leur articulation entre eux et pas uniquement les horaires du temps scolaire, ainsi que leur accessibilité à toutes les familles. L'impact de l'organisation de tous les éléments des semaines de nos enfants sur leurs apprentissages, leur équilibre, leur fatigue est majeur. L'impact pour l'organisation des familles est majeur aussi. À ce jour, nous n'avons aucune idée ni information sur l'organisation des temps périscolaires, matin, pause méridienne, soir, de l'accueil de loisirs du mercredi, implication des associations de VOREP, coûts pour les familles, nombre de places disponibles, horaires, connexion avec les services municipaux. Nous ne savons pas non plus ce que sera fait pour mieux faire communiquer tous les acteurs pour le bénéfice des enfants, sujet lui aussi évoqué à de nombreuses reprises comme un frein aujourd'hui aux apprentissages des enfants. Nous pourrions aussi discuter des modalités de l'encadrement des temps périscolaires par la mairie. La DSP, au vu des difficultés rencontrées ces dernières années, est-elle la meilleure solution? Découper ce sujet essentiel en petits morceaux sans discuter notre vision d'ensemble et nos aspirations pour notre jeunesse nous paraît bien peu ambitieux au regard des enjeux majeurs pour la commune, les familles, de cette modification des rythmes scolaires. Oui, elle conclura sans micro, peut-être. Alors, je pense qu'autour de la table, on a un certain nombre, effectivement, à être favorable aux 4 jours et demi. Je pense que c'est partagé. D'autres souhaitent plutôt les 4 jours. Pour autant, on est un certain nombre d'élus assiégés dans les conseils d'école. Jérôme et l'adjoint au scolaire le confirmera. Nous avions opté pour 4 jours et demi. Alors, ce que nous avons dû renouveler, alors il y avait eu un premier sondage qui effectivement était très partagé, et puis malgré tout, on avait retenu le 4 jours et demi, considérant effectivement que c'était le rythme qui convenait le mieux aux enfants. Depuis lors, à chaque conseil d'école, nous avions systématiquement, moi je siège au conseil d'école de Jean Achard, depuis que j'y siège, chaque année, on me redonne les sondages qui sont faits par les représentants des parents d'élèves auprès des parents d'élèves de chaque école et qui nous réclamaient le 4 jours. Donc, oui, nous avons fait une consultation la plus large possible auprès de tous les parents et aujourd'hui, avec plus de 50% de participation, on arrive à un taux de pas loin de 70% de favorables à 4 jours. À un moment donné, effectivement, on peut tenir la position de dire 4 jours et demi. Enfin, moi, je vivais très très mal, et quand j'entendais que nous ne respections pas l'expression des parents, c'était compliqué à tenir. Donc oui, on n'est peut-être pas tous d'accord sur le fait que ce 4 jours et demi, ce passage de 4 jours et demi à 4 jours
et le plus respectueux des rythmes de l'enfant. Pour autant, ça répond aux attentes des parents et nous construirons à partir de cette ossature des 4 jours le PEDT tel qu'il doit être. On ne fait pas que changer les horaires et passer à 4 jours, nous revoyons aussi notre PEDT. Voilà, donc c'est simplement aujourd'hui la proposition qui est faite. Les conseils d'école se prononceront et précision, je rappelle que la décision juridiquement officielle, c'est le maire qui la prend. Hein. Après consultation de. Donc je veux dire, moi j'ai souhaité que ça se discute en conseil municipal. Après, on verra en termes de délai, si on a un conseil municipal qui suit les conseils d'école, on pourra faire le bilan des conseils d'école, hein, pour que après le maire, dans sa sagesse, s'il en a encore, puisse prendre officiellement la décision. Bon, après, voilà, donc le conseil municipal, en guillemets, c'est plus un avis qu'une décision juridiquement formelle. Ce qui peut laisser de la liberté à chacun. Hein. Après, si je puis me permettre, je pense que le cœur de mon intervention, c'était pas sur 4 jours, 4 jours et demi, mais c'était bien sur l'ensemble de ce qu'on va faire pour les enfants. Non, et le après, fait que ça, le reste, c'est d'abattre. Simplement, on a des délais pour prendre la décision 4 jours, 4 jours et demi, qui nous sont imposés par le rectorat, puisque là, il y a des procédures derrière, consultation, il y a le conseil d'école, derrière le rectorat, il y a consultation de toutes les instances paritaires du rectorat, même c'est très formel, même si ça pose pas de problème, qui font que, il faut que, au plus tard, je sais pas, Sandrine a la en tête, il faut qu'on ait donné notre position. Pardon ? Voilà. Et c'est pour ça que les conseils d'école vont se réunir très vite là-dessus. Après, vous avez raison, il reste à bâtir plein de choses. Ça, c'est clair. Et c'est le travail du comité de pilotage aussi, puisque le PEDT ne se réduit pas à 4 jours, 4 jours et demi. Hein. Il y a autre chose dans le PEDT, j'espère, que de dire c'est 4 jours, 4 jours et demi. Donc voilà, il reste à bâtir tout le reste. C'est clair. Sandrine. Par rapport, pour répondre à Cécile, en fait, le 4 octobre, il y a une réunion où on a donc invité les parents, l'équipe enseignante, il y avait l'inspectrice également, il y avait la MJC, l'IFAC, justement pour permettre aux parents de pouvoir prendre leurs décisions avec une connaissance qui était assez large sur ce qui allait advenir si le choix s'opérait sur les 4 jours. Je pense que pour répondre à ton interrogation, effectivement la solution, elle n'était pas dessinée précisément, mais par contre ils savent en fait ce qui va arriver dans les grandes lignes. Après effectivement il va falloir affiner tout ça, mais en fait je pense que en fait cette réunion a permis à chacun de pouvoir se dire ce qui va advenir sur les 4 jours et les 4 jours et demi. Donc, je suis un peu surprise de ta je suis pas complètement d'accord parce que j'étais là aussi et je pense que justement cette réunion elle était super, elle a permis de faire de l'éducation et je pense que la plupart des parents qui sont sortis de cette réunion sont sortis plus perdus qu'en entrant, ils l'ont dit d'ailleurs à la fin de la réunion. Parce que forcément quand on donne tous les éléments etc on se rend compte que c'est pas aussi simple que en fait 4 jours c'est plus pratique pour moi quoi. Mais encore une fois je pense que moi mon point sur la vote en conseil, il y a beaucoup je pense que toute la complexité du 4 jours et demi, c'est qu'effectivement 4 jours et demi, c'est ce qui a été ressenti, c'est que 4 jours et demi c'est bien plus favorable pour l'apprentissage des matinées, ça permet aux enfants de mieux apprendre. Et après, 4 jours, pour certains, alors pour des raisons diverses, ça paraissait plus intéressant. En pratique, voilà. Oui, mais alors dans ces cas-là, je veux dire, ça peut pas non plus être mis en avant tout de suite. C'est-à-dire que pour prendre une décision, des familles, elles peuvent avoir une position de principe, entre 4 jours et 4 jours et demi, elles vont aller plutôt vers 4 jours, plutôt vers 4 jours et demi, mais quand on va leur dire, le mercredi, c'est organisé comme ça coûte tant,
où vous allez être obligé de solliciter les grands-parents, etc. Oui, alors, ça peut faire basculer les discussions et les décisions. Ce que je trouve quand même regrettable, c'est qu'on a permis justement, parce que j'avais benchmarké auprès d'autres communes qui étaient passées aux 4 jours, et effectivement, en fait, le retour a été qu'il y avait beaucoup de confusion. Donc en fait, je me disais que cette réunion allait permettre à chacun justement d'avoir une vision beaucoup plus éclairée. Et tout ça pour dire que si jamais en fait ils étaient tous très partisans du 4 jours, donc si en fait une réunion peut mettre le doute, je veux dire, ils savaient très bien qu'en allant sur 4 jours, eh bien, il y allait avoir un mercredi qui allait être baqué, hein, donc ils allaient répondre. Donc de toute façon, si... je peux poser une question. Je peux poser une question. C'est bon. Moi, c'était juste l'interrogation que je me pose, ce sont les parents qui mettent leurs enfants de 7h30 et qui les récupèrent à 18h. Elle est où? Il est où la question? Il ne se pose pas de question là-dessus? Nadia, je pense que parfois on n'a pas le choix. On commence parfois très tôt et on finit. Mais parce qu'on dit qu'il y a la fatigue, le rythme scolaire, tout ça, ils n'ont pas le choix. Je conçois qu'ils viennent les chercher. Mais ces parents-là, que disent-ils, puisqu'ils sont sur 4 jours? Bah oui. Non, mais Cécile dit les parents sont perdus. Mais Cécile, j'aime bien Cécile parce qu'elle est toujours dans l'absolu et c'est important d'avoir des gens qui sont dans l'absolu. Sauf que avec l'absolu, c'est dur de mettre des choses en place. Par rapport aux 4 jours et demi, vis-à-vis de l'IFAC, vis-à-vis des assos sportives, vis-à-vis même de l'école de musique, vis-à-vis de la MJC, à un moment, eux, ils ont besoin de savoir aussi, rapidement, 4 jours et demi, parce qu'ils ne vont pas élaborer une stratégie 4 jours, si in fine, on dit, finalement, on passe à 4 jours et demi. Eux doivent savoir le plus tôt possible aussi, pour qu'à la rentrée prochaine, leur stratégie en termes de temporalité, d'organisation des activités, il faut qu'ils le sachent. Et on ne peut pas attendre, je veux dire, le mois de juin pour dire 4 jours et demi. Donc c'est important qu'on le fasse le plus en amont possible. Après, sur le fond, moi je partage un peu l'avis de Cécile, sur le fond, j'aurais été parent d'élèves, j'aurais voté pour 4 jours et demi. Nonobstant, j'ai bien vu derrière, y compris un certain nombre d'enseignants qui étaient plutôt 4 jours et demi. Alors je ne sais pas leur expression publique ce qu'a été, mais quand je les ai vus en privé, ils ont dit c'est cuit, c'est pas la peine d'aller se battre sur 4 jours et demi, c'est cuit. Je rappelle que même si elle s'en défend publiquement, l'éducation nationale nous dit 4 jours et demi, ça devient compliqué parce qu'on va être les seuls sur la Circo. Et que le mercredi matin, vous n'aurez plus personne. S'il y a un enseignant qui n'est pas là, il n'y aura pas de remplaçant. Bon, je veux dire, ils ne le disent pas publiquement, bien évidemment, moi je le dis à leur place. Et c'est ça aussi derrière, je veux dire, ce qui se passe derrière pour dire les petits, allez-y à 4 jours. Cette pression, au-delà, malgré tout, des parents, je pense que des parents sont réellement, majoritairement pour 4 jours. Il y a 3 ans ou 4 ans, la dernière fois qu'on avait fait le sondage, c'était plus partagé. C'est-à-dire, on avait les gens, plutôt en maternelle, c'était 4 jours, si on regarde, y compris dans les conseils d'école, et en élémentaire, c'était 4 jours et demi. Plutôt, avec des majorités très fortes et très franches. Hein. Et c'était plutôt ça qui était ressorti. Mais aujourd'hui, pardon Voilà, la répartition. Je ne sais pas, en copie, vous avez dû l'avoir. Hein. Voilà, aujourd'hui, je suis en guillemets embêté, mais je pense qu'on ne peut pas faire autrement que 4 jours. Je ne me vois pas, parce que j'ai la conviction que Cécile, je sais qu'elle a la conviction, que d'autres ont la conviction que 4 jours et demi c'est le mieux, d'imposer ça, en guillemets, le fait du prince, même si le prince peut avoir raison. Le fait du prince, comme aujourd'hui. En fait, je pense que la confusion des parents par rapport à la réunion, elle est venue du fait qu'au conseil d'école, je ne sais pas si vous allez me rejoindre, mais il y avait beaucoup d'avis favorables sur les 4 jours, et notamment des enseignants. Et c'est vrai que pour les parents, d'avoir entendu lors de cette réunion
en fait, des enseignants qui disaient que l'apprentissage se faisait mieux les matinées et du coup, ça impliquait qu'en fait, ils étaient plus pour les 4 jours et demi. Je pense qu'effectivement, pour les parents, ils se sont sentis un petit peu... ils savaient plus très bien ce qu'ils devaient penser du choix qui devait s'opérer, en fait. Guillaume Bras. On a un seul micro. Juste, moi, je vais relayer. J'entends bien qu'il y a des contraintes. Parce que pendant le comité de pilotage, moi, ça m'a fait un peu mal au cœur quand même d'entendre des enseignants dire bah oui, on sait que les enfants apprennent mieux le matin. Bah, du coup, en fait, de ramener ça à l'intérêt de l'enfant. L'intérêt de l'enfant, c'est quand même d'avoir 5 matinées. Je pense qu'on est beaucoup être convaincus de ça. Et du coup, d'entendre des institutrices qui disaient bah au moins dans ce qui est proposé là, il y a 11h45 qui permet de gratter un quart d'heure. Elle dit bah comme ça, je récupère un quart d'heure chaque jour. Bon, ça fait pas beaucoup, mais ça fait 1 heure que je récupère de mon mercredi matin qui est enlevé. Alors j'ai un peu l'impression qu'on accommode les restes, mais bon, voilà, c'est un peu, ça fait mal au cœur d'entendre ça, et en même temps, ça va quand même dans une direction un peu meilleure pour les instituteurs et les institutrices. Mais je pense que l'intérêt de l'enfant, c'est plutôt par ici. Ah mais je ne dis pas le contraire. Hein. Ça devrait guider nos actions. Ouais, moi je vais intervenir. Oui, Monique. Oui, alors écoutez, moi j'entends très bien les remarques de Cécile. Effectivement, il faut qu'on sache à un moment donné comment ça va être remplacé, comment on va pouvoir faire garder les enfants, etc. Ça c'est certain. Là, la délibération, elle porte essentiellement, on le voit bien, hein, sur un vote à 4 jours, 4 jours et demi. Moi, je ne cache pas, hein, vous le savez, j'ai toujours été pour 4 jours. La majorité votait pour 4 jours et demi, et moi, je n'étais pas pour 4 jours et demi. On va voir si aujourd'hui, ils votent tous pour 4 jours. Moi, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que je vote pour 4 jours. On est clair là-dessus. Alors, je vais vous dire rapidement pourquoi. Parce que d'abord, quand vous mettez des enfants en maternelle l'après-midi et que vous les mettez que pour aller dormir tout l'après-midi et quand ils se réveillent, eh bien, c'est déjà l'heure de partir. Je considère qu'en finissant à 16h30, ils ont moins la chance d'avoir encore 1h30 devant eux pour faire un petit peu d'activité avec leur professeur des écoles. Donc ça, c'est un gros avantage pour les maternelles, le passage à 4 jours. Après, l'avantage que moi j'en trouve au niveau... Alors, c'est vrai que ça supprime une matinée, mais il ne faut pas oublier que dans l'enseignement, la tranche horaire de 15h, 16h30, c'est une tranche horaire dynamique. Ça veut dire que là, on va dire entre guillemets, la digestion, la sieste, etc., c'est un peu passé, et les enfants se remettent au travail, se remettent à l'activité. Donc, on va récupérer un temps d'activité de 15h à 16h30. Moi, je peux vous dire que je l'ai vécu, hein, donc je le sais, hein, je sais comment ça fonctionne dans les classes. Donc là, on va retrouver ce temps d'activité, et ce temps d'activité, je ne dis pas qu'il compensera totalement la matinée qui manquera, mais on retrouvera quand même ce temps d'activité. Je pense que pour l'organisation familiale, c'est quand même beaucoup plus facile, d'accord? Parce que quand il faut récupérer un enfant le mercredi à 11h30, que vous êtes, moi je sais pas, un oncle, une tante, une grand-mère, vous habitez à 25 km, vous avez une demi-journée pour récupérer un gamin, le ramener entre le repas du midi et le ramener avant le soir, alors que sur une journée, vous pouvez vous organiser dès la veille. D'autre part, l'organisation familiale aussi, il ne faut pas l'oublier, on a des enfants qui sont dormeurs. Si les familles sont à domicile, c'est des enfants qui peuvent dormir aussi le mercredi matin. Donc il y a quand même aussi des avantages qu'il faut savoir relever. Hein. Ce que je voudrais rajouter également, moi là où je me félicite aussi, alors ça n'a pas un lien direct avec les enfants, hein, ni avec les familles, c'est avec les assistantes maternelles qui, à ce jour, avaient perdu énormément de travail pour la bonne raison qu'elles ne pouvaient pas récupérer les enfants à 3h30 parce que comme elles ont pour la plupart des bébés, les bébés dormaient et du coup, elles n'acceptaient pas de prendre des enfants de l'élémentaire ou des enfants de la maternelle parce qu'elles ne pouvaient pas faire les voyages. Donc elles avaient beaucoup perdu, notamment sur la journée du mercredi, puisqu'elles avaient perdu le mercredi matin. Elles ont perdu les soirées, donc je pense qu'elles vont pouvoir retrouver une certaine dynamique de travail et qui est très importante dans notre commune, il ne faut pas l'oublier, parce que si d'ici quelques années, on n'aura peut-être plus d'assistantes maternelles. Hein. On a une baisse qui est effrayante dans ce domaine-là. Donc, je pense que ça aussi, c'est quelque chose sur lequel, voilà. Maintenant, le travail, je suis tout à fait d'accord. Il va falloir proposer à nos familles des journées complètes en centre de loisirs, des journées complètes, il va falloir que l'école de musique se remette au travail le matin,
que les associations Ah ben, se remettent au travail. non, on ne dit pas se remettre au travail. Non, mais pour accueillir les enfants de l'élémentaire, je veux dire. Jusqu'à présent, ils avaient certains enfants du lycée, du collège, ils prenaient les plus grands à l'école de musique le mercredi matin. Mais là, ils vont devoir peut-être reprendre les plus petits aussi. Donc, les associations vont à nouveau fonctionner les mercredis matins. Donc, je pense que c'est là aussi... l'avantage, c'est qu'en fait, d'avoir justement sollicité tout le monde, c'est que toutes les associations, en fait, justement, savent ce qui va se passer en 2024 Voilà. et se préparent justement à ce Voilà. changement. Et effectivement, les réflexions sont en cours, mais l'avantage d'avoir été justement assez précoce dans nos démarches, c'est que ça va nous permettre de nous préparer tranquillement à une rentrée 2024 qui va être favorable pour accueillir les enfants sur Il faudra que les enfants soient accueillis dans notre association. Mais malgré tout, Monique, je partage son avis sur les maternelles, que 4 jours c'est peut-être plus adapté aux maternelles, mais 4 jours et demi est plus adapté aux élémentaires. Le problème, c'est que tu n'as pas le choix. Mais tu récupères un créneau de 15 heures, 16 heures. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas dire les élémentaires, c'est vrai, c'est pas le même rythme, un gamin de maternelle, c'est pas la même acquisition des connaissances, c'est pas la même chose. Mais tu ne peux pas dire 4 jours en maternelle, 4 jours et demi en élémentaire, c'est tout le monde au même gîte. C'est très français, il n'y a pas tout le monde sur le même pied. Donc voilà, donc aujourd'hui, voilà. Après, les assistantes maternelles, elles sont plutôt surbookées en ce moment. Parce qu'elles sont vertes, on a bien plus beaucoup. Non, mais parce que le creux qu'il y a eu, c'est une période Covid et qu'aujourd'hui, le plein emploi étant, qu'aujourd'hui, elles sont pleines. Parce qu'elles sont moins nombreuses. Quand elles se partagent une part de travail, elle a un point important aussi. Et elles sont obligées de combler ce qui manque. Alors, il y a Olivier Goua qui a levé le doigt. S'il n'est pas encore exprimé, ce serait bien qu'il puisse s'exprimer. Oui, mais ça va pas être sur. Enfin, si, ça va être sur le sujet, mais pas sur le débat 4 jours et demi. J'ai mes idées, je les garde pour moi. Oui. Juste, moi, il y a quelque chose, je vais poser mes mots, que j'ai trouvé lamentable. Je pèse mes mots, c'est pour une fois. C'est quand j'ai appris dans le Vrai Paiement, en lisant l'article, qu'il y avait eu un bourrage d'urne. Mais il a été corrigé. Non, mais il a été corrigé. Par rapport à ce que disait Cécile, non, mais, on a recorrigé les choses. Non, mais je veux bien qu'il ait été corrigé. Mais que des parents fassent ça, mais je trouve ça lamentable. Franchement, monsieur le maire, j'aurais été à votre place, mais je ne suis pas à votre place. Je n'interrogeais même plus les parents, je ne prenais même plus leur avis. Mais ça n'engage qu'Olivier Goua, hein. Pas adjoint Olivier Goua, personne physique. Et je décidais, moi, de ce que j'avais envie. Vous êtes bien gentil, monsieur le maire. On est d'accord, c'est pas parce qu'il y a 5% de crétins que 95%. C'est pas parce qu'il y a 3 parents sur 400 qui sont exprimés. Je suis d'accord. Qui ont tenté une fraude, mais je trouve ça lamentable. Ils ont été convoqués à la gendarmerie. Mais je voulais dire publiquement que je trouve ça lamentable. Objectivement, c'est pas un vote politique officiel organisé. Bon. Mais ça fait rien, le fait qu'ils soient passés 1 heure à la gendarmerie, je pense que ça leur fait. Je sais pas, je ne suis pas le juriste de la gendarmerie. Moi non plus, mais je voulais juste dire à tout personnel que je trouvais ça lamentable. Passer 1 heure à la gendarmerie et être convoqué, ça fait toujours du bien, ça leur rappelle des choses. Bon. Bien, messieurs, dames, est-ce que. Alors, je rappelle, donc ce soir, c'est un vote d'une expression du conseil municipal, chacun vote en son âme et conscience. Je rappelle, donc, il y aura les conseils d'école 18, que le conseil municipal suivant, on fera la synthèse de ça, et que le maire décidera dans la foulée, parce que les délais étant là, définitivement de la journée. Pardon ? Et le prochain, c'est quand? On fera, on va faire une réunion privée du conseil municipal là-dessus, enfin, conférence communale, je ne sais plus comment. Bien, donc s'il n'y a pas d'autres interventions, je vous propose de passer au vote. Donc qui est contre la journée de 4 jours? 5? Très bien. Qui s'abstient? 1, 2, 3. Donc 4, pardon, Jean-Claude. Très bien. Écoutez. Laurent.
Oui, alors tu as lancé le vote sur pour ou contre les 4 jours et demi. Voilà, l'objet de la délibération n'était pas de se positionner sur les 4 jours et demi, même si le débat a tourné là et l'intervention de Cécile était beaucoup la plus large. modification du type d'organisation sur 4 jours et la promotion des horaires. Alors on peut faire 2 votes si vous voulez. Voilà. Non, mais c'était pour. Il y a les deux, c'est à la fois. Mais s'il y en a qui préfèrent, on peut faire 2 votes. Un sur 4 jours et demi, un sur les horaires. Je n'ai pas d'objection à ça. Je voulais quand même préciser que cette délibération ciblée sur les horaires et l'organisation avec les conseils d'école, plutôt que une présentation un peu globale des enjeux, des textes. Même si on en a beaucoup parlé, c'était pas l'objet de la délibération. Après, le PEDT, il repassera au conseil municipal, parce que le PEDT, c'est pas l'article je sais pas quoi qui dit la jour, c'est 4 jours et demi. C'est aussi toute une série de dispositions sur l'organisation scolaire et extrascolaire. Donc ça met fin aux délibérations. Donc, décision administrative, ce que j'ai prise par délégation du conseil municipal concernant l'actualisation des tarifs des écoles, vous l'avez eu, donc c'est de l'inflation, parce que le conseil municipal ne me laisse que cette liberté. J'ai dit des écoles, excusez-moi, c'est les tarifs de location des salles. Oui, Anne-Gérard, oui, je voudrais juste intervenir. On a eu l'échange en commission sur la salle Armand Pugnot. Alors, on a regardé, donc là, il est proposé d'augmenter au titre de l'inflation. Comme la salle Armand Pugnot a moins de services, on est obligé de faire une délibération pour remettre un tarif différencié. Donc là, on n'a pas le temps matériel de le faire. Pour autant, on a regardé les premières, sur les 3 premiers mois de 2024, la salle Armand Pugnot n'est pas concernée par une tarification. Donc ça nous laisse le temps de faire une délibération spécifique. Nonobstant, dans la décision administrative, le tarif est inchangé. Laurent. Juste, puisque tu parles d'abord, je suis désolé, je ne pouvais pas être sur la commission, et puisque tu parles d'Armand Pugnot et du fait de son piètre état, est-ce qu'il y aura quelque chose d'envisagé sur le budget de 2024 pour au moins réouvrir peut-être l'arrière-salle? Je sais qu'elle elle a été fermée parce qu'il y a du péril. Est-ce que ça va être arrangé ou pas, ou est-ce qu'il faut carrément raser la salle à Rampillot parce qu'elle devient dangereuse? Voilà. Non, la salle en elle-même, elle n'est pas dangereuse. C'est la partie condamnée. C'est la partie condamnée. Oui, la partie condamnée, elle est sur une certaine... non, elle est effectivement... pas tout à fait condamné, mais quasi. Sur le budget de 2024, compte tenu des contraintes budgétaires, il n'est pas prévu de faire des éléments. Donc c'est bien pour ça qu'il faut qu'on regarde, compte tenu du tarif qui est plus en adéquation avec la capacité à recevoir de façon, avec le service rendu. Bien. Ben, messieurs, dames, est-ce qu'il y a des questions? Sinon, nous vous libérons pour ceux qui veulent aller au concert. Ils seront tout à fait à l'heure. Oui, Jean-Claude, pardon. Ah oui, vas-y. Simplement, le conseil syndical de Fiole à Rouen, on a voté lundi qu'il n'y avait pas d'augmentation pour 2024. Et au niveau de 38, on a fait une réunion dans la côte Saint-André. Sachez qu'il veut dire spécialement aujourd'hui, ils ont un nouveau juriste, ils ont embauché un nouveau juriste pour tout ce qui est parc photovoltaïque, etc. Les renouvelles qui existent ont été introduites une scène qui concerne justement tous les problèmes photovoltaïques pour écouter, donner conseil éventuellement. Donner son avis par rapport aux prestations qu'il peut mettre sur la commune. Et troisième information,
le tarif de l'électricité, il semblerait qu'en 2024, d'après le premier renseignement, devrait légèrement diminuer. Le non réglementé. Non, non réglementaire. Oui. Ouais, légèrement diminué. Je note que les panneaux photovoltaïques, ce n'est pas un problème technique, mais c'est un problème juridique. Simplement une chose, monsieur le maire, je vous rappelle que le 11 mars 2024 à 18h, monsieur le préfet sera l'invité de TE38. Donc, et à l'arrosoir. À l'arrosoir. À l'arrosoir. Oui, oui. Très bien, mais je vais noter. Bien, mais écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée, un bon concert pour ceux qui vont et de très bonnes fêtes de Noël et de Nouvel An. Et on se retrouvera l'année prochaine en pleine forme.